Aujourd'hui, le moine des bois se déplace dans une magnifique forêt mosellane pour te présenter toutes les espèces qu'il va y trouver. Regarde-moi cette magnifique forêt. Et là, je peux te garantir que je vais transpirer parce que ça monte fort. Avant de commencer, je t'invite à mettre un bon petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de toi, à bien terminer la vidéo et à venir avec moi. Et tiens, regarde, la bonne vieille amanite tumouche. Très connue, ça. Magnifique spécimen, regarde-moi ça, là. Regarde-moi cette beauté. Un beau champignon. C'est une espèce que moi, j'affectionne énormément parce qu'elle est très jolie. Et en plus, quand on trouve parfois, tu peux te dire que peut-être autour, il peut y avoir quelques cèpes. Parce qu'elles affectionnent les mêmes sols. Regarde-moi ce spécimen, là. Comment il est massif. Il a déjà été consommé, mais tu vois que c'est un gros bébé. Hein. On est vraiment sur une belle bête, là. Regarde-moi celles-là, comment elles sont magnifiques. Ça, c'est beau spécimen, ça. Quand elles sont parfaites comme ça, là. Regarde-moi cette beauté. Alors tu vois, tu remarques, elle est assez facile à reconnaître et à différencier aussi de l'amanite des Césars. Là tu vois le pied, on a un bulbe, d'accord, jamais de volve. Tu remontes sur le pied, on a un anneau qui est lisse, jamais strié. On a des lames qui sont assez libres, hein, j'ai envie de dire. On a des lames bien blanches, ok. Libres, ça veut dire qu'elles descendent, elles remontent sur le chapeau avant de toucher le pied. Au niveau du chapeau, tu vois, on a un chapeau bien rouge avec des points blancs, jaunes, ça dépend de l'espèce que tu vas trouver. Et qui peuvent disparaître lorsqu'elles sont délavées avec l'eau. C'est là qu'on peut la confondre avec l'amanite des Césars. Et l'amanite des Césars, déjà, elle a une volve à la base du pied. L'intérieur de la volve va être jaune, l'extérieur sera blanc. On aura un pied jaune, on aura des lames jaunes et un chapeau orange, d'accord? Donc dès qu'on est sur des lames blanches, un pied blanc, etc., vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas sur l'amanite des Césars. Une petite espèce aussi intéressante, tu vas reconnaître vite fait, bien fait, dans la famille des bolets. On en voit un, mais on va aller voir le plus grand là-bas. Si Madame Forêt veut bien me laisser passer. Ah, moi celui-là, comment il est joli. On va prélever, parce qu'il est comestible. Ah, moi cette beauté. Un beau champignon. Alors déjà, quand tu vois des points noirs comme ça sur le pied, brun, roux, peu importe, mais des petites mèches comme ça sur le pied, avec un beau chapeau orange, on sait qu'on est sur la famille des Lecinum. Et le chapeau orange nous indique la section orangée. Donc les Lecinum, pour pouvoir les identifier correctement, il nous faut obligatoirement l'arbre hôte. D'accord? Donc là, on est sous majorité de hêtre. Et sous hêtre, ce qui pousse, c'est Lecinum aurantiacum. D'accord? Donc le bolet orangé des chênes. Et c'est une espèce qui est comestible. Alors généralement, on rejette le pied, qui est assez fibreux. On récupère le chapeau, on coupe des tranches sur les poils. Mais pour moi, pour ma part, ça reste un comestible peu intéressant. D'accord? Y a beaucoup de personnes qui vont les ramasser, qui apprécient énormément, mais moi personnellement les Lecinum, je les mange pas. Alors tu as une particularité aussi avec la famille des Lecinum, c'est que souvent ils vont changer de couleur au toucher. Ils vont rosir, brunir et noircir en finale. Là tu vois qu'ils commencent déjà à brunir, là au niveau où j'ai touché. D'accord? Ça c'est une espèce assez intéressante. Si tu veux plus d'informations pour bien déterminer les 5 bolets orangés, il y en a 2 qui sont très rares en France, et donc les 3 bolets orangés, tu peux aller sur la vidéo que j'ai publiée sous forme de short, qui concerne les bolets orangés, et tu trouveras dans le commentaire épinglé ou sous la vidéo la description située sur une autre plateforme que YouTube, et tu trouveras toutes les informations qui te permettront d'identifier. Tu vois, il a bien bruni jusqu'à noircir. Et regarde-moi cette magnifique découverte aussi. Là tu peux voir qu'il y a des petits œufs. Alors je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas l'embêter pour qu'il puisse se développer, mais si on cherche un petit peu par terre, tu vas voir qu'on va découvrir quelques petites espèces qui vont très certainement t'intéresser. Regarde. Il y en a un beau ici. Là, tu vois ce petit champignon tentaculaire qui sort de l'œuf et qui est bien rouge. Et je te garantis, celui-là, tu as des mouches à mort dessus parce qu'il pue la charogne. Et bien cette espèce, si tu ne le savais pas, c'est l'Anthurus d'Archet, qui peut être confondu soit avec le clatre rouge ou alors voir avec les satyres puants. Bien qu'il est dépourvu de toxicité, son odeur devrait te rebuter. Donc au début de sa vie, tu vois, il est dans un œuf comme ça, il sort et puis il va commencer à se développer et à sortir directement par le dessus et donner ses belles tentacules. Et son odeur n'est pas inutile parce qu'elle va permettre d'attirer les mouches qui vont se badigeonner les pattes de ses spores et qui vont pouvoir les disséminer un peu plus loin. Et là, ce que je pense être pour moi ça c'est du clitosibilusoire. Je les ai jamais vus aussi gros, imbibés d'eau comme ça, mais ils sont en fin de vie et je pense qu'on est sur le clitosibilusoire parce qu'on est absence d'anneau sur le pied. Donc on ne peut pas partir, tu vois, sur des armillaires. Donc pour moi on est sur Omphalotus illuden qui est un toxique sévère qui, quand il est jeune, peut être confondu avec des girolles. Et vous pouvez voir qu'il a des lames et jamais des plis. Les lames sont décurrantes sur le pied. Il est bien orange. Au début de sa vie, il va plutôt être jaune, orange, clair.
Jamais fauve. Le fauve, ça sera toujours le clitocype de l'olivier qui est également toxique sévère. Donc là, on peut voir qu'on a une belle quantité. Magnifique. En décomposition, là, il est en fin de vie. Et ça, toxique sévère. Si tu manges ça, je te garantis, tu vas passer la nuit la plus mouvementée de ta vie. Tiens, ça, c'est la petite surprise spéciale. J'ai trouvé un petit coin, tu vas voir. Regarde-le, en train de prospecter, faire de la recherche, tel un professionnel. Regarde-moi cette beauté, là. C'est pas magnifique? C'est pas joli tout ça? Regarde-moi ça. Ça, c'est de la bombe, ça. Alors là, on est sur la trompette des morts. Moi, je l'appelle la trompette de ces morts. Magnifique champignon, très parfumé, très gustativement intéressant. Pour moi, c'est un très bon champignon. Alors, tu la reconnais facilement, déjà, une forme de trompette. On pourrait encore la confondre avec la chanterelle cendrée. Mais quand tu regardes en dessous du chapeau, tu peux voir que c'est parfaitement lisse. Donc la chanterelle cendrée, elle aura toujours des plis, un peu comme les girolles sous le chapeau. D'accord? Et après, il ne faut vraiment pas avoir les yeux en face des trous pour la confondre avec la chanterelle sinueuse, qui elle n'aura pas de plis sous le chapeau et qui aura aussi une couleur un peu grisâtre sur le dessous. Donc là, tu peux voir, il y en a pas mal. Belle petite sortie. Alors c'est un champignon qui affectionne énormément l'humidité, donc beaucoup de pluie, une forte pluie, et sous-feuillue. Elle est souvent présente, mais assez difficile à trouver, à cause de sa couleur qui ressemble un peu au sol, à la texture des feuilles, etc. Franchement, c'est très parfumé. Parfois, tu peux même la sentir avant de la trouver. Tu vois, je suis passé dans un chemin, il y avait 3 chemins côte à côte. J'ai choisi de passer sur le chemin du milieu. Et quand je suis passé, rien du tout. Cyril choisit un des autres côtés et il découvre tout de suite ce joli petit spot. Magnifique. Vraiment très joli. Ça, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. C'est un champignon qui affectionne les feuillus. Tu peux voir que là, on est à majorité sous hêtre. D'accord? Donc quand tu fais tes recherches, ne marche pas trop vite. Marche doucement. Balade-toi. Regarde bien autour de toi. À tes pieds. Voir que tu n'écrases pas certaines espèces. Et puis là, tu fixes ton petit spot et tu te réjouis. Pour le ramassage, moi c'est assez simple, je n'utilise pas de couteau. Toujours, je tire un petit peu, le plus bas possible sur la base, je le descends. Tu peux voir qu'il n'y a pas de mycélium. Tant qu'on est délicat, on n'abîme pas le mycélium qu'il y a dessous. On pose, on retire, on pose, tu fais tes petits tas. Une fois que tu as fait ton tas, tu remplis ton panier, tu les nettoies si ça te chante. Quand tu rentres à la maison, une chose importante, c'est que tu as souvent des protéines à l'intérieur. Des vers, des petits insectes qui sont tombés dedans. Donc tu coupes la base du pied quand tu es en forêt. Et quand tu arrives chez toi, tu la découpes sur le long de sa longueur. Tu l'ouvres et tu la frottes avec un chiffon. Jamais d'eau. Quand tu amènes de l'eau, tu fais le champignon s'imbibe d'eau et tu vas lui faire perdre en saveur, en qualité gustative. Et après, ça, c'est un champignon qui développe une meilleure saveur lorsqu'il est séché. Donc soit tu le sèches avant, soit tu l'utilises tel quel dans tes sauces, etc. Mais bien nettoyé avant et pas avec de l'eau. Et tiens, un petit spot encore de chanterelle cendrée. Tu vas pouvoir voir la différence. Alors là, tu vois, quand tu es comme ça, tu vois rien du tout quand tu marches, mais tu t'approches un petit peu et hop, qu'est-ce que tu vois? Des beaux petits tas comme ici. Alors je vais te montrer comment tu peux bien différencier la trompette de ces morts. Tu peux voir sur le dessous, d'accord? Elle est bien lisse, alors que la chanterelle cendrée, elle a des plis sous le chapeau, comme les chanterelles, comme les girolles, d'accord? Donc on aurait pu être aussi sur la chanterelle sinueuse, qui est souvent un peu plus massive quand même. Bon, celles-ci peuvent devenir aussi très costauds, d'accord? Presque aussi grandes qu'une trompette, hein, que de grosses trompettes, d'accord? Donc là on est sur un spécimen aussi qui est parfaitement comestible et qui est vraiment excellent. Donc tu la reconnais sur le dessus déjà, même si elle s'ouvre un peu en trompette, tu vas voir que le chapeau a tendance à s'étaler. Tu peux le voir ici, en vieillissant il va s'étaler, il va onduler sur le côté, alors que celui de la trompette il a plutôt, tu vois, un peu recourbé sur le pied, il redescend, comme tu peux le voir ici, avec une belle petite marge, un beau petit chapeau, mais toujours lisse sous le chapeau, alors que la chanterelle cendrée, elle aura des plis. Regarde-moi ce magnifique spot, il y en a partout. Faire attention où tu mets les pieds avec celle-là. Ça, c'est des espèces qui sont difficiles à voir, parce que comme elles ont la couleur du sol, si tu n'as pas une bonne luminosité, généralement, tu passes à côté sans même les remarquer. Là, regarde, deux belles petites trouvailles. Voilà, on a des petits bébés, c'est juste pour te les montrer. On va plutôt regarder ceux-là. J'ai déjà prélevé, tu vois. J'ai regardé un petit peu cette espèce-là. Donc elle pousse en touffe déjà, comme tu peux voir. C'est-à-dire qu'elles vont pousser, puis on va finir par avoir tous le même pied, à peu près. Donc toujours plusieurs spécimens. Il n'est jamais seul, celui-là. Bon, il peut en avoir 2, 3. Des fois, c'est vrai qu'il peut être un peu seul. Mais tu peux voir qu'il pousse bien en touffe. Alors, tu as un anneau qui est souvent très fugace, qui va disparaître assez régulièrement. Des lames brunes. Un chapeau brun, comme ça. Au niveau de la saveur, j'ai goûté. Je vais goûter avec vous tout à l'heure. Et il est vraiment très amer au goût.
Celui-ci il est intéressant à connaître parce qu'il contiendrait un petit peu de psilocybine. Donc il serait classé parmi les hallucinogènes de nos forêts françaises. Cependant, il est classé toxique, il faut éviter de le consommer. Et de toute façon, sa forte amertume fait de lui un champignon vraiment indigeste. Il est très amer. Tu peux voir que sur ce spécimen-là, j'ai déjà croqué dedans. Tu peux voir mes dents. C'est pour goûter, hein. J'ai pas avalé. Je recrache bien derrière. Tu peux voir même que le bout, tu vois, il part presque en fuseau au niveau du pied. Et voilà, c'est un très beau spécimen. Donc si tu tombes dessus, celui-là, tu sais que tu devras le rejeter. Il est possible de le confondre surtout parfois avec des cortinaires, peut-être aussi avec les clitocypes de l'olivier et illusoire, le clitocype illusoire qui peut lui ressembler, dont je vous ai présenté au début de cette vidéo ou celle de la précédente. Et juste à côté, voilà, il y a le petit panier, le bâton du Seigneur des Bois. Et juste là, un magnifique spécimen. Et là, on est sur Griffola frondosa, le polypore en touffe. Tu peux voir comme ça, il est vraiment joli. Quand il est plus petit, il est beaucoup plus facile à identifier que là. Mais ça reste une espèce vraiment très intéressante. Donc je l'ai déjà détaché, hein, comme tu peux le voir. Et voilà, c'est un beau spécimen. Très parfumé. Il a vraiment une belle odeur de forestière, hein, fongique. C'est très prenant, très agréable. Tu vois, on le reconnaît assez facilement avec ses spatules un peu, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais griffées sur la longueur, grisâtre. Quand il est jeune, il est beaucoup plus gris, plus clair, avec des petites nuances beige, crème. Mais ça, c'est un très bon champignon. En plein chemin en plus, tu vois. Et c'est un champignon qui est assez intéressant. Tu le découpes en tranches, en lamelles. Quand il est jeune, il est plus facile à préparer. Tu le fais frire un petit peu. Et une fois qu'il a bien doré, qu'il est bien frit, là, tu peux l'ajouter dans une crème fraîche, par exemple. Une autre espèce qu'il va falloir que tu connaisses absolument. Notamment si tu ramasses l'amanite rougissante. Donc là, tu peux voir, on est sur un champignon brun avec des flocons blancs purs. On voit qu'ils sont bien blancs. La marge du chapeau, tu peux voir qu'elle est finement striée. Elle va devenir beaucoup plus striée avec le temps. Tu peux voir qu'il y a un bourrelet à la base du pied. On n'est pas sur une volve. Et on a un anneau qui est lisse. On est sur l'amanite panthère. D'accord ? L'amanite rougissante, elle n'aura jamais des points blancs comme ça, blanc pur. On aura toujours des points rougissants. Je vais essayer de vous la montrer si je la trouve. Sous la cuticule, elle va rougir, alors que celle-ci a la chair immuable. On a la marge du chapeau qui est lisse sur l'amanite rougissante. Ici, elle est striée. Et si tu regardes bien aussi, au niveau de l'anneau, tu peux voir que l'anneau est bien lisse, alors que sur l'amanite rougissante, il va être strié. Et à la base du pied, sur l'amanite rougissante, on aura toujours un bulbe. Et jamais de bourrelet comme ici. Et ça, c'est classé toxique sévère. Comme la manitou-mouche, elle contient du muscazole, du muscimol, de l'acide ibothénique et de la muscarine, qui la classe clairement sous les toxiques sévères. L'odeur est vireuse, elle est plutôt désagréable. Un peu comme la manite vireuse, si tu en as déjà eu entre les mains. Donc bien faire attention avec cette espèce, qui pourrait aussi être confondue avec Amanita excelsa, la manite épaisse. D'accord ? Var spissa. Un peu plus loin, là, tu peux voir qu'on a aussi un beau spécimen que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup ramasser. Il y en a jusqu'à là-bas, c'est vraiment très joli. Je suis dans un coin forêt en Lorraine, là, en Moselle. Vraiment très magnifique, très garni. Ça monte fort par contre. Et là, tu peux voir ici, ce beau petit spécimen très violet. Donc là, on le reconnaît bien. On a un pied qui est creux, assez fibreux, tu le sens hein, directement quand tu l'as dans les mains. Un chapeau assez épais, des belles lames larges, bien violettes, comme tu peux voir ici. On est sur le lacquer améthyste, à ne pas confondre avec le cortinaire violet, qui va avoir un pied beaucoup plus massif et un chapeau aussi beaucoup plus massif. Et qui va avoir une couleur beaucoup plus sombre aussi. Presque noir, un bleu très sombre, violet très sombre, presque noir. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas avec le lacquer améthyste, qui est hygrophane et qui, lorsqu'il est imbibé d'eau ou alors qui subit la sécheresse, va changer de couleur. Il va devenir presque blanc, c'est là qu'on peut le confondre en fait avec les mycènes pures, mycènes roses, etc. Donc ça c'est un très bon comestible, on mange que le chapeau, mais attention, ça reste un comestible qui contient beaucoup de métaux lourds, donc on y va avec parcimonie avec cette espèce. Alors, regarde-moi cette beauté aussi, là j'ai repéré de loin là, à côté des petites vestes de loup là, tu vois il y a une petite tête qui dépasse, on va l'enlever. Les petites épines, tu vois, on est sous pain, tu peux voir les aiguilles au sol. J'ai pas besoin de t'expliquer. On secoue un petit peu pour le sortir et on a un beau champignon comme ça. Alors là, quand tu tombes sur ce type d'espèce, avec un chapeau brun assez duveteux, des pores clairs, un pied qui ressemble presque au cèpe bronzé, tu vois, qui
qui va donner une espèce de couleur bronze avec des petites rainures comme ça, mais sans réseau. Le cèpe bronzé, il aura des réseaux sur le pied. Tu touches les pores, tu passes ton doigt, tu regardes et tu observes le changement de couleur. Si ça ne change pas de couleur, tu es sur Xerocomus badiorufus. Si ça change de couleur comme ici, tu peux voir qu'il verdit, tu es sur Himmleria badia, le bolet B. C'est un champignon que tu peux trouver sous feuillu, mais le plus souvent, moi je les trouve, c'est sous pin. Son odeur, elle est satisfaisante. Elle est vraiment excellente, très forestière. Un bon champignon. Et l'avantage de champignon, en fait, c'est qu'il va prendre une belle couleur à la cuisson et il va rester bien ferme. Quand tu vas le croquer, tu ne vas pas tomber sur quelque chose de visqueux, un petit peu comme les bolets orangés ou les bolets rudes, etc. Cependant, il y a deux petites choses à prendre en compte avec ce champignon. C'est déjà quand il va être trop vieux, il va devenir indigeste. Donc si tu touches le chapeau et qu'il n'est pas ferme, imbibé d'eau ou que les pores ont commencé à être bouffés, je te conseille de le laisser sur place. Quand il est petit comme ici, on dirait des petits champignons atomiques, comme des petits bouchons pour les cèpes, et bien là tu peux le ramasser. Bien ferme, il n'est pas imbibé d'eau, là tu vas te régaler. Deuxième chose, c'est un champignon comme le Lacaramétis qui va concentrer fortement les métaux lourds et les éléments radioactifs présents dans le sol. D'accord ? Par exemple, là, tu vois, on est en Lorraine, il y a des centrales nucléaires qui sont pas très loin, notamment par exemple Cattenom, la centrale de Cattenom. On a aussi, au niveau français, on est la partie la plus exposée au nuage radioactif qui est venu de Tchernobyl et également ensuite de Fukushima. Donc c'est un champignon qui va concentrer fortement les métaux lourds, le cadmium, le mercure, le plomb, etc. Et également des éléments radioactifs comme le césium-137. Donc il est important que si vous le mangez, c'est avec parcimonie, moins de 200 grammes par semaine. Et dernière petite information très importante, cette espèce, on évite de le donner aux enfants. D'ailleurs, la plupart des scientifiques déconseillent la consommation de champignons sauvages pour les enfants de moins de 10 ans. Un petit, il était là spécialement pour moi, juste à côté du chemin. Tu peux voir que le chemin il est juste là derrière. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un beau petit cèpe de Bordeaux. Cèpe de Bordeaux, tu le reconnais déjà. On peut voir qu'il a été bouffé un petit peu, mais c'est pas grave. Il y a encore matière à faire. Déjà le chapeau, tu regardes. Quoique, il est possible même qu'il soit légèrement parasité celui-ci. On peut voir un peu cette couleur blanche qui n'est pas normale comparée aux autres côtés où il est plutôt jaune. Tu vois, un chapeau, le cèpe de Bordeaux, quand tu vas toucher le chapeau, tu vas voir qu'il est toujours gras, visqueux. Surtout quand il y a un peu d'humidité. Mais même quand il n'y a pas d'humidité, tu as l'impression que ça glisse. Un liseré blanc sur la marge. Ça, c'est le vrai cèpe. Boletus edulis, le cèpe de Bordeaux. Des pores bien blancs qui vont jaunir, verdir, puis disparaître. Sur le pied, tu vas observer un fin réseau blanc. D'accord ? C'est pas très visible sur ce pied-là parce qu'il est assez petit, mais parfois ça peut être très marqué. Et on a un champignon qui ne change pas de couleur aux blessures ou à la coupe. On dit que la chair est immuable. Et d'ailleurs, on peut aussi le reconnaître à l'odeur. Vraiment très parfumé le cèpe de Bordeaux. Et quand tu le goûtes, il va développer une petite saveur de noisette vraiment très intéressante. C'est un champignon qui est très recherché. Pas pour rien que le cèpe de Bordeaux fait partie du top 3 du moine des bois. Et ça aussi, espèce très recherchée, qui est pas mal, que je trouve assez rarement. Tu l'as reconnu, le polypore soufré. Donc on le reconnaît assez facilement, c'est un champignon qui est entièrement jaune, soufré. Après, avec l'humidité, il peut blanchir un peu comme ici. On peut voir qu'il a perdu un peu de son jaune vif. Mais ça reste un champignon là qui est encore bien jeune et comestible. Donc celui-ci, si tu veux le consommer, tu évites de le consommer quand il est trop gros ou totalement imbibé d'eau ou trop vieux. Sinon il devient indigeste. Il vaut mieux le privilégier quand il est bien jeune comme ici, voire même encore plus jeune quand il est bien jaune, bien ferme et non pas imbibé d'eau. Donc là tu peux voir que, on va essayer de prélever un en dessous. On a une chair qui reste blanche, d'accord. Ici on a des pores qui prouvent qu'on est bien sur le polypore, sur un polypore et non pas sur une autre espèce avec des lames par exemple. Et cette espèce, elle est parfaitement comestible. Il y a certaines personnes cependant qui ne le supportent pas. Mais je pense que c'est surtout lié au fait de le ramasser trop vieux ou trop déchiqueté ou complètement défoncé. Mais c'est vrai que certaines personnes vont avoir des problèmes d'indigestion derrière, mal de ventre, etc. Ça reste quand même un champignon qui est reconnu comme comestible et plutôt intéressant. Voilà, moi je l'appelle le champignon poulet parce que le petit poulet, la crête de poulet, moi j'aime bien l'appeler comme ça, crête de coq, tout. Je sais qu'il y a d'autres champignons qui sont appelés comme ça, mais j'aime bien parce que quand tu le cuis, il va garder la texture en fait du poulet, assez sèche comme ça, avec une saveur gustative qui n'est pas très élevée. Ça fait vraiment penser à l'escalope de poulet. Dorénavant, voilà, tu sauras reconnaître le polypore soufré. Attention à ne pas le confondre cependant avec Meripilus giganteus, le polypore géant, qui va être beaucoup plus sombre, plus fauve, plus brun et qui va devenir vraiment très massif. Alors il est comestible jeune, mais quand il va grandir, il est beaucoup trop coriace. Cette vidéo se termine sur ce magnifique polypore soufré. Merci à Cyril pour cette sortie, Cyril Schwabzad, qui nous fait des vidéos d'ailleurs sur l'autonomie et la nature.
Si ça t'intéresse, je te mettrai sa page YouTube directement là, quelque part sur l'écran. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de partager autour de toi, ça permet de me soutenir. Et je te dis à très bientôt.